Bonjour tout le monde, bienvenue encore une fois de plus. C'est dimanche après-midi. Alors le sujet est inconnu, autant de vous que de moi. T'écouteras la cassette après. Question, t'es pas obligé de répondre. Sans chauffer. Je dis ça pour ceux qui règlent le chauffage, ils vont faire foutre à l'heure. Je pensais que c'était à cause du cendrier tout à l'heure. Non, non. Ben c'est ça, t'es pas obligé de répondre, tu peux répondre. Chance, tu me le dis, je pensais que j'étais manipulé par toi. Ben, nécessairement aujourd'hui, oui. Évidemment. La question c'est à quoi ça sert de vivre finalement? Finalement, Ben non, au tout début. Tu sais, ordinaire, simplement, là, à quoi ça sert de vivre? autrement dit, c'est torieux à quoi sert la vie, c'est ça? C'est à peu près ça ou autre chose, mais Bon, qu'est-ce que tu entends par la vie? ma présence, mon existence, dans ce corps, dans ce corps-là. Là. Assis ici aujourd'hui, puis tout à l'heure, puis avant que j'arrive ici, tout ça. Plusieurs choses. Premièrement, ta présence, c'est le garant, c'est une garantie de l'écoulement du temps. L'écoulement du temps, c'est la garantie de la résorption du temps. Si on a la preuve de l'écoulement du temps, si on a une garantie de l'écoulement du temps, cela veut dire qu'il y a quelque part quelque chose qui est capable de conserver le temps, qui est passé à partir d'un point, on va dire B, on peut dire point 0, mais c'est pas tout à fait ça. Et à partir du point B, la chose, l'objet, on va dire toi, qui a la caractéristique de garantir l'écoulement du temps, tu peux le garantir uniquement parce que tu as coulé dans le temps. Et on appelle cela vivre. Donc, ou exister. Ça veut dire qu'à partir du point B, tu as coulé dans le temps jusqu'au point M où tu es rendu aujourd'hui. Et ta présence prouve qu'il y a eu une existence dans le passé. Ouais. On appellera cela l'évolution darwinienne, on appellera cela l'évolution psychologique, spirituelle, on appellera cela la mémoire. Donc, à partir du point B, aller jusqu'au point M, tout ce qui était là lorsque tu as coulé n'existe plus. Et la vie de l'humain, comme la vie tout court, l'existence, sert à résorber, à ramasser une partie de la création. Donc, présentement, il reste des vestiges de l'originalité. Donc, on va dire du point A au point B. Et il reste encore à ramasser du point M au point Z. Donc, il reste encore de la vie en avant. Alors qu'il ne reste presque pas de vie en arrière. En ton existence, du point de vue cosmique, elle sert simplement, l'existence même sert à rien, mais parce qu'il y a existence, il y a digestion du temps. Parce qu'il y a digestion du temps, il y a assimilation du temps. Et le temps que nous avons digéré ou assimilé est ce que nous appelons le passé. Donc le passé se trouve dans l'homme, dans la femme ou dans l'enfant, alors que l'avenir se trouve à l'extérieur de l'homme, parce que la conscience de l'homme, en fait, ton existence n'est pas encore parvenue à ce futur, à ce temps, ce qu'on appelle le futur. Bon, c'est parce que ton ego voulait entendre, évidemment. Non, je sais pas. Honnêtement, là, j'ai pas compris. Mais je veux pas. T'as pas besoin de répéter, là, mais. Je te pose la question, c'est. Oui. Oui. Je pose la question, c'est pas parce que je t'ai écœuré, c'est comme s'il se passe des choses qui démolissent des concepts finalement. Bon, présentement, c'est évident que la planète Terre, l'actuelle planète Terre, c'est plus précis, est confrontée à un étau. L'actuelle planète Terre est en conflit majeur. Elle est dans une sphère qui l'amène progressivement, un siphon qui l'attire, qui l'entraîne dans une apocalypse. Et elle ne semble pas être orchestrée pour se dégager de l'apocalypse. Si on se fie, théoriquement, il devrait y avoir la venue, on devrait voir apparaître de plus en plus, j'ai déjà parlé d'une alliance entre l'URSS et les musulmans, c'est en train de se faire progressivement. On se dirige, selon toute vraisemblance, vers l'accomplissement parfait de toutes les prophéties apocalyptiques. Et toutes les prophéties apocalyptiques parlent d'une apothéose. Mais il parle toujours d'une apothéose sur une autre planète. Il ne parle pas d'apothéose sur la planète Terre.
Alors, lorsque les prophètes et quand les humains ont peur de l'Apocalypse, les humains ont raison finalement. Ils n'ont jamais raison d'avoir peur, mais disons qu'ils ont une peur raisonnable de l'Apocalypse. Pourquoi? Parce que après l'Apocalypse, c'est l'enfer. C'est le désastre, c'est la perte, c'est l'ennui, c'est on repart, on recommence. La structure biologique, la structure génétique de l'animal humain aujourd'hui n'est pas, pour l'ensemble de la constitution planétaire, ne sera pas capable de cellulariser, de comprendre les événements apocalyptiques qui vont les secouer. Alors nécessairement, il y aura résorption du monde de la mort, il y aura plusieurs choses qui vont se passer. Pourquoi? Parce qu'il y aura une attaque qui va se faire entre l'humain et l'humain, ce qui déjà là est totalement absurde. Il y a une attaque qui va se faire du centre de la Terre vers la surface. Il y a une attaque qui va se faire directement dans le monde de la mort pour détruire la conscience astrale de façon à désorganiser totalement la gestion psychologique des humains à l'époque de l'Apocalypse. Donc, il y aura effectivement une solution du monde de la mort qui va être commencée par une intervention d'énergie qui a toujours été contre l'humain. Et après l'Apocalypse, il va rester une planète à rebâtir. Sauf que la planète à rebâtir peut fortement ne pas être capable de soutenir une évolution organique comme nous la connaissons aujourd'hui. L'être humain aujourd'hui est descendant d'une obligation planétaire d'organiser de façon carbone. On est des unités carbone finalement, on est bâti surtout de carbone, d'oxygène, d'hydrogène, d'azote. Alors ce qui arrive, c'est que lorsque la Terre a été créée, il y avait une condition planétaire particulière qui faisait que toute forme de vie ne pouvait s'y adapter. Alors progressivement, les plantes sont apparues, les plantes ont fixé le carbone et ils ont libéré l'oxygène, et pas pour permettre l'apparition des animaux, mais parce que les plantes ont fait cela, la vie qui devait succéder aux plantes ne pouvait faire autrement que de se structurer en fonction d'un besoin d'oxygène et d'une fixation de carbone, parce que les animaux devaient se nourrir des plantes qui, elles, étaient presque exclusivement constituées de carbone. Donc, progressivement, la planète Terre a engendré des races d'animaux qui ont engendré les races humaines. Après une apocalypse, le contexte écologique planétaire va être tellement changé que ce n'est pas garanti qu'un contexte organique comme le nôtre pourrait vivre dessus. C'est exactement comme si on se disait, est-ce que la planète Mars peut faire naître un contexte organique comme le nôtre? Va sur Mars, tu ne pourras pas vivre. Donc, on va dire, oui, c'est parce qu'il manque d'oxygène, exact, mais il y a beaucoup d'azote. Si tu respirais de l'azote, tu serais correct. Donc, après les mouvements apocalyptiques, il y a de fortes possibilités que l'être humain ne puisse plus vivre sur cette planète. Bon, alors on ne peut pas dépolluer, on va dépolluer la planète, disons, après quelques centaines d'années ou quelques milliers d'années, et la planète totalement pure ne permettra pas notre vie, parce qu'il n'y aura peut-être pas assez d'oxygène. Alors, ça sera pollué par rapport à nous, mais totalement pur par rapport à ce qui va avoir maintenant tendance à vivre là-dessus. Comme si on va sur Mars, c'est pollué. C'est pas pollué pour quelqu'un qui serait martien. Mais s'il vient sur la Terre, ça va être pollué en maudit, c'est bourré d'oxygène. Un gaz extrêmement toxique pour un martien. Il y a donc plusieurs choses qui se trament présentement. Il y a des mécaniques qui sont en jeu. La vie de l'humain, on peut évidemment courber l'espace-temps. La question fondamentale, allons-nous avoir le temps de parvenir à un noyau qui va nous permettre de courber? Alors, il y a quelques années, certaines personnes ont travaillé, certaines personnes ont même donné carrément leur évolution en gage. Et ils ont travaillé pour pilonner suffisamment la conscience planétaire. Ça s'est fait dans le passé, ça se fait maintenant aussi, de façon à ce que la jonction, le noyau, là où l'être humain aura la possibilité de choisir de faire le choix de l'homme nouveau ou de l'homme ancien, ce noyau-là devait se faire autour des années 65. Il a été repoussé dans les années 69, repoussé dans les années 72, 79, repoussé dans les années 85, repoussé dans les années 86, repoussé dans les années 90. Et il y a encore du travail qui se fait pour repousser le noyau, c'est-à-dire pour ne pas obliger toute l'humanité à s'engouffrer dans une ère ancienne. Mais ce noyau-là, c'est quoi? C'est des individus ou c'est quoi ça? C'est des individus qui sont en contact avec une force supramentale, c'est de l'intelligence, et ce n'est pas nécessairement un groupement, ce sont des individus qui, par leur action, par leurs paroles, par leur respiration, par leurs écrits, conscientisent légèrement l'humanité, suffisamment d'humains, pour que suffisamment d'humains n'aient pas encore accepté de faire le choix de l'homme ancien. Un peu comme si tu dis, bon, on n'a pas le choix, fait que vu que ça va être comme ça, autant y aller. Mais il y a encore suffisamment d'humains qui n'ont pas décidé qu'on n'avait pas le choix, et qui ne savent toujours pas où est le choix, mais ils ne veulent pas ce choix-là.
Mais à un moment donné, il y a des personnes, des égos, qui vont finir, au fur et à mesure de l'information publicitaire de l'ère ancienne, soit par les médias, qui vont finir par se dire, bon, on n'a pas le choix, c'est là qu'on va. Quand on dit ça, on fait le choix de l'homme ancien. À cause qu'on y va, on est Parce contraint. qu'on finit par lâcher. Bon. Maintenant, ce qui arrive, c'est qu'il arrive que ceux qui cèdent au fait à aller vers l'Apocalypse. OK. Ouais. Et ça, de plus en plus d'humains cèdent à ça. Bon. Ça veut dire qu'on se dirige de plus en plus évidemment vers l'Apocalypse de Saint Jean, vers l'Apocalypse de Michel de Nostradame, vers l'Apocalypse de Jean 23, de Malachie. On se dirige vers l'Apocalypse humaine. Maintenant, comment pouvons-nous faire pour nous en sortir? Il y a des mécaniques qui arrivent, qui vont intervenir, mais encore une fois, comme il y a des choses qu'on peut dire aujourd'hui, j'expliquais dans une des conférences dernièrement que l'être humain qui va être un élu, c'est celui qui n'aura pas de marque dans le front. Alors qu'on s'attend à ce que celui qui aura une marque dans le front sera l'élu. Il y aura un sceau. Mais c'est le sceau de la pureté qui va être dans le front de ceux qui vont être élus. Et le sceau de la pureté, c'est le sans marque. Il n'y a pas de marque, il n'y a pas de signe. Donc, c'est quelqu'un qui aura une âme pure, quelqu'un qui sera anégoïque. Maintenant, on va dire aussi que vers la fin, à un moment donné, il y aura 144 853 élus, patati patata, et qui seront amenés dans le ciel ou dans les cieux pour être placés à la droite du Père. La droite de n'importe où, c'est n'importe où, donc on s'en fout. C'est qu'à l'époque, lorsqu'on parle comme cela, on sait que le roi a à sa gauche son maître militaire et à sa droite son sage, son philosophe. Alors on parle donc, on fait des rapprochements. Le sage humain, c'est celui-là qui sera sauvé. Et quand on parle de sage, on parle de celui qui finalement est capable d'amener du neuf. Quelqu'un qui est capable de dire au roi, écoute, tu as toujours fait ça, mais moi ce que je te dis, c'est que tu fais patate, t'es pas dans le bon chemin. Alors le roi ne s'offusque pas d'écouter le sage, même si le sage lui dit, écoute, non, quand tu parles de même, là tu te fais haïr. T'as tort. Le roi ne lui coupe pas la tête. Et c'est le seul qu'on va tolérer comme ça. Le ministre de la guerre qui est assis à gauche, celui qui tient l'épée, lui, il doit obéir aux ordres du roi. Il peut conseiller, mais il conseille toujours dans la direction où le roi veut aller. Alors quand on parle que l'élu sera amené à la droite du Père, c'est que l'élu sera amené dans un endroit où il sera capable d'influencer le rôle du Père. Donc, dans un endroit où il sera capable d'expliquer au Père comment ça se vit sur la planète Terre, ou d'expliquer à l'intelligence supramentale, ou aux forces bouddhiques, ou aux forces divines, donc aux forces intentionnelles, que le Nazarien appelait le Père dans les cieux, comment agir en fonction d'une êtreté humaine. Ça veut dire que progressivement, la conscience chez l'humain doit se faire sentir d'une façon applicative, donc implicitement, impérativement appliquée. L'homme, la femme, l'enfant qui comprend des choses, qui comprend ce que je dis ou qui comprend d'autres choses, qui comprend l'intelligence, va mourir probablement avant l'Apocalypse s'il n'applique pas implicitement et impérativement ce qu'il sait maintenant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'être humain devra, les êtres conscientisables, devront effectivement dans les mois, aller jusque dans les quelques années, mais on n'a pas trop de quelques années, pour appliquer intensément l'intelligence. Appliquer intensément l'intelligence veut dire nécessairement s'anégoïser, devenir transparent. Devenir transparent, s'anégoïser, c'est une chose que l'on connaît depuis longtemps, que l'on sait depuis longtemps, mais que les personnes, en réalité, que les êtres humains n'appliquent pas. L'être qui se conscientise va vivre ces différentes mécaniques qui sont comme celle-ci. On approche, moi je sais des choses que je ne sais pas. Alors on approche de plus en plus du foyer où l'humanité va faire le choix. Une grande partie de l'humanité a déjà fait le choix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les êtres qui se conscientisent ne font pas leur propre choix dans les mois à venir, ils seront engouffrés dans le choix de l'humanité. Et un ego ne peut pas faire le choix. Donc, un ego, une personne, par exemple, qui aurait peur, qui va dire, moi, je fais le choix d'eux, elle n'a pas fait le choix. C'est pas l'ego qui doit faire le choix. C'est l'intelligence chez vous qui doit faire le choix de s'appliquer. Donc, de s'exprimer. Ça veut dire que chaque fois que vous savez que vous êtes con, conne, fou, folle, ça ne doit plus être exprimé. Quand une personne commence à niaiser pour s'obscurcir la conscience, si elle s'en rend compte, elle doit cesser de niaiser. Ou si quelqu'un lui dit, écoute, putain, tu fais de niaiser, là. Mais elle doit arrêter. Là, elle fait le choix. Le choix, c'est pas de se dire, bon, bien, je fais le choix. Non, le choix, c'est pas ça. Le choix, c'est d'être capable de faire ce que l'intuition supramentale nous demande de faire, malgré les souffrances, les brûlures de l'ego, donc malgré la négociation,
pour se diriger vers une pureté et une simplicité de plus en plus appliquée, exprimée et évidente. Il se passe présentement que dans les futurs possibles, il y en a un blanc et une infinité de futurs possibles noirs. Pourquoi un blanc et une infinité de noirs? Pour la simple raison que dans les futurs possibles blancs, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas d'hypocrisie, ce qui fait qu'il n'y a aucun futur possible blanc qui tire l'homme, la femme ou l'enfant vers lui plus qu'un autre. Si c'est blanc, on veut l'homme, on veut la femme, on veut l'enfant, et puis on se fout de savoir comment, où, dans quel état. Quand c'est noir, une planète de guerre veut l'humain, une planète de jalousie veut l'humain, une planète où les blancs dominent veulent l'humain, une planète où les jaunes dominent veulent l'humain. Et il y en a des milliards comme ça. Mais eux vont être capables de s'associer temporairement, comme les Américains se sont associés aux Russes contre l'Allemagne, pour se dissocier une fois que l'Allemagne est anéantie. Eux, les futurs noirs, sont prêts à s'associer ensemble pour convaincre l'humanité de se diriger vers eux. Et lorsque l'humanité aura fait le choix de l'homme ancien, lorsque l'humanité aura échappé aux dents de l'intelligence, eh bien là maintenant, ils vont se redissocier pour continuer à se battre pour gagner l'humain. Dans le futur blanc, disons donc, parce que finalement, il n'y en a pas un milliard, il y en a un, on se fout duquel, mais ils sont tous prêts à mourir pour que l'un survive, alors que dans le côté des Noirs, ils sont tous prêts à s'entretuer pour qu'eux survivent, c'est la nuance. Dans le côté blanc, il y a présentement des êtres humains qui vivent là, parce qu'il y a une possibilité que des êtres humains fassent le choix, et donc finalement que l'humanité bifurque positivement, et que cette humanité-là existe. Donc, présentement, dans la conscience de certains et certaines, elle existe déjà. La problématique, c'est que si vos corps physiques ne se rendent pas là, ça n'existera jamais. Et pour que nos corps physiques se rendent là, on doit forcer l'humanité à bifurquer. Ou bien, présentement, il y a déjà des êtres humains qui ont fait le choix de l'homme nouveau, de la femme nouvelle, de l'enfant nouveau, et cela rend plus probable la vie de ce monde blanc dans l'avenir. Sauf que si l'humanité ne bifurque pas, ce monde-là va être anéanti. Sauf qu'il existe une autre possibilité, une autre clé. Et cette clé-là, elle est maintenant en instance d'être appliquée chez certaines personnes. Probablement, et ça donne, que la première personne qui aura appliqué la clé sera moi-même. Probablement aussi, et c'est probablement très certain, on s'en balance si c'est pas ça, mais c'est probablement ce qui va arriver, que disons, les deuxièmes personnes qui auront appliqué la clé feront partie de l'élite du groupe des chefs. Et probablement que les troisièmes personnes qui auront appliqué la clé feront partie du groupe des chefs. Et probablement que les quatrièmes personnes qui auront appliqué la clé feront partie de ceux qui sont énergétiquement reliés à l'Académie PMC. Et probablement que les cinquièmes personnes qui vont appliquer la clé seront ceux qui font partie d'un autre groupe qui évolue aussi au niveau d'intelligence supramentale, mais qui ont comme fonction première d'amener de l'intelligence dans la matière du point de vue médical et scientifique, alors que, disons, le groupe Investhouse ou tous ceux qui sont reliés à l'Académie PMC, que ce soit ceux qui suivent simplement les conférences, ceux qui font le cours PMC ou ceux qui font partie du groupe des chefs, eux ont comme fonction d'amener de l'amour dans l'intelligence, dans le contexte planétaire, pour permettre par la suite une juxtaposition plus harmonieuse, moins destructrice et plus efficace de ce que l'humain pourrait appeler le plan divin, le plan bouddhique et le plan supramental dans les sphères de l'être humain planétaire. Alors chacun a son rôle à jouer. Il y en a un groupement qui va développer des stratégies pour permettre la restructuration et l'entretien des corps physiques, pendant que l'autre groupement va s'occuper, lui, de la descente harmonieuse de l'intelligence supramentalo-bouddhique et divine dans les corps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que présentement, il y a des êtres qui vivent dans un contexte paradisiaque. Intuitivement, on parlait de la Jérusalem céleste, parce que Jérusalem planétaire, il faut l'oublier. On parle donc d'une autre planète, où on parle d'une planète Terre en l'an 2005, 2500, 3000, on s'en balance des dates. Mais une chose certaine, c'est qu'on ne parle pas de la planète Terre dans les années 2000. S'il y a des êtres humains qui vivent dans ce temps-là, ou sur cette planète-là, on s'en fout. On va dire dans ce temps-là, sur la planète Terre qui n'est pas la planète Terre actuelle, ceux-ci savent très bien que si l'humanité ne bifurque pas, ils vont disparaître. Alors, ils ont présentement la capacité de se réincarner dans leurs ancêtres, d'où la réincarnation de l'avenir, blanche,
Se réincarnant dans leurs ancêtres, elles vont simplement venir, c'est-à-dire que certains parmi vous est en train de venir vous expliquer que si vous vous déniaisez pas, vous allez mourir ainsi que toutes vos lignées qui vont suivre, donc eux-mêmes dans l'avenir. Mais ce qui vient de l'avenir est totalement pur. Et pour que cela puisse s'incarner convenablement chez l'être humain actuel, il doit purifier l'humain actuel. J'ai déjà dit que lorsqu'un extraterrestre va venir vous chercher, vous allez savoir si vous devez le suivre, parce que pour la majorité, vous allez vous reconnaître vous-même. Alors vous allez dire, écoute, c'est moi, donc il n'y a aucun problème. Sauf que, évidemment, on parle pour expliquer des principes à l'humain. Mais comment ça va se passer? Présentement, il y a des êtres. On va dire qu'il y a une personne dans l'avenir qui vit dans un monde qui est parfait pour l'évolution, pour la conscientisation, un monde qui est désinhibé, donc un monde libéré, et non pas un monde libre plutôt, et non pas un monde libéré. Maintenant, ces êtres doivent donc cheminer à travers le temps, ils peuvent le faire, descendre dans la conscience des corps physiques, donc de leurs descendants qui ont le potentiel de faire le choix de l'être nouveau, parce que tous ceux qui n'ont pas le potentiel de faire le choix de l'être nouveau n'ont pas de descendants dans le monde blanc. Alors ils vont revenir à l'intérieur de ceux qui ont le choix de faire, de ceux qui ont la possibilité génétique, psychologique, astrale, mentale et supramentale de faire le choix de l'être nouveau, et ils vont venir donner un coup de pouce. Ils vont venir vous botter derrière, vous forcer à appliquer au maximum l'intelligence. L'être humain qui subitement décide de se fusionner, donc il décide de digérer la réincarnation de l'avenir qui vient, cet humain-là nécessairement va se dissocier, se désassujettir très rapidement de toutes les mécaniques animales que l'on connaît habituellement. Donc il va vivre la phase de désinhibition puissamment, la négalisation complète, et ce personnage-là n'est plus un être mortel. Ce n'est plus un humain, c'est un être humain, ce n'est plus une personne, c'est un être humain, c'est un être, qui va soit avec son corps physique s'en aller, soit perdre son enveloppe charnelle pour en regagner une autre là-bas. Il y a des mécaniques que je ne voulais pas expliquer à un moment donné, quand j'ai parlé un tout petit peu de ça dans la dernière conférence, il y a des choses que je n'ai pas voulu dire, ça aurait fait peur aux égaux. Comment ça se fait? Comment ça va se faire? Comment ça peut se faire? Ça peut se faire simplement parce que vos corps physiques ne sont pas trop abîmés et la descente du plan supramental vers la désinhibition dans une lutte serrée de l'ego contre la désinhibition va tuer vos corps physiques. Alors, il y a des personnes qui auront un corps physique tellement abîmé qu'ils ne pourront pas vivre la transition, donc ils vont se réincarner, soit rapidement dans d'autres corps d'individus s'ils ont déjà fait des ententes entre eux, soit dans des corps d'individus où il n'y a pas eu d'entente, mais des individus qui ne sont pas trop évolués, pas trop conscientisés encore, de façon à ne pas se rendre compte de ce qui se passe, en ça ils vont le rejeter, parce qu'ils sont trop conscientisés, mais pas encore assez. Les personnes qui, subitement, vont découvrir qu'elles font le choix de l'être nouveau, donc elles vont commencer à appliquer intensément ce qu'elles ont à appliquer, et qui ont un corps physique trop abîmé, peuvent aussi perdre leur corps physique, sauf que ceux qui vont perdre leur corps physique, il y a déjà un corps physique qui les attend pour les recevoir. Et c'est un corps de très jeune. Ces corps-là ne dépassent pas l'âge de 12 ans, dans la visuelle qu'on a aujourd'hui d'un corps humain. Donc, les individus qui seraient capables d'appliquer à 80 à 100% l'intelligence qu'ils ont chez eux, si leur corps est trop abîmé, si on ne peut pas restructurer leur corps physique, ils vont probablement perdre leur corps physique, ils ne mourront pas, et ils vont immédiatement être retransposés dans un corps très jeune. Les autres personnes qui auront la capacité de sauver leur corps physique pendant l'application de la désinhibition et de la négoïsation, c'est avec leur corps physique, celui-là, qu'ils vont être transportés ailleurs. Bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dis des choses comme ça qui sont originales. Alors, pour qu'on comprenne un peu, je vais expliquer un peu des choses que j'ai vécues dernièrement. Bon, moi, personnellement, je réincarne des mémoires qui viennent du passé et qui datent de très longtemps, les mémoires de Jésus, entre autres, au niveau de l'enfant. Je réincarne les mémoires de Richard Cœur de Lion, je réincarne les mémoires du roi Arthur lorsqu'il est jeune, je réincarne différentes mémoires comme ceci, comme celle-là. Et à travers cela, mon ego qui réincarne ces mémoires-là a une peur bleue de revivre ce que mes ancêtres ont vécu. De ce fait, je n'exprimerai pas, mon ego va m'empêcher d'exprimer puissamment certaines choses que j'ai déjà en termes d'énergie ou d'expérience, parce que ça a toujours viré d'une façon intéressante historiquement. Bon, mais jamais sur le moment. Hein.
Alors, il arrive donc ceci, qu'à un moment donné, je peux recevoir énormément d'énergie, je la digère bien, mais certaines choses ne sont pas exprimées. Si ce n'est pas exprimé, ça va nécessairement attaquer le corps physique quelque part. Et par effet de mimétisme, la partie physique qui est attaquée est une partie physique que si l'on décode de celle qui est attaquée, on peut comprendre ce que nous ne faisons pas. Alors moi, c'est le côlon, entre autres, qui est attaqué depuis que j'étais en Amazonie, depuis que j'ai ramassé une dose massive d'énergie supramentale sur le plateau du Mato Grosso. Étant donné ma solidité énergétique, étant donné aussi différentes choses que je fais, en l'occurrence, plusieurs techniques PMC, j'aurais dû normalement mourir en 86-87, mais disons que ça n'a pas été le cas, étant donné que l'énergie, je la canalise assez bien du point de vue vital. Le côlon, c'est un endroit où on excrète. Si je n'excrète pas suffisamment d'antium ou d'ego, ben, il y aura des problématiques quelque part. Alors, dernièrement, je décide, on est en 90-91, qui fait qu'il faut qu'on applique, parce que moi, je sais très bien que dans les quelques années qui vont venir, ce ne sera plus le temps de rien faire. On pourra juste se dire, ben, c'est ça, on aurait pu. Bon. Alors, je décide de consulter la médecine, parce que dans l'une des prophéties qui m'accompagnent, en 86, j'aurai une opération majeure. Suite à un accident médical, une opération qui est extrêmement majeure, mais qui va bien se dérouler. Alors, en décembre 85, je reviens du Pérou. 86, les problèmes commencent, et connaissant ce qui m'attend en 86, alors je ne veux pas. Alors, je m'entretiens jusqu'en 90, 91, et à 91, je décide de mettre de l'ordre dans tout, puis les prophéties, on les contourne ou on les accomplit, mais on n'a pas le choix. Les contourner, ça semble, j'ai déjà expliqué très souvent en conférence, que chaque fois que j'ai essayé de contourner des prophéties qui étaient attachées à moi, je n'y étais jamais parvenu. Alors, je vais passer un examen pour qu'on me dise ce que j'ai, alors que je le sais probablement déjà. Et pendant l'examen, bien, on me perfore le côlon. Voilà. Alors, c'est ce que j'attendais. Alors, j'ai le côlon plein de barium, qui est un produit qui sert pour des radiographies. C'est extrêmement radioactif et on ne garde pas ça 3, 4, 5 jours, parce que c'est bon. Et parce qu'on m'a perforé le côlon, eh bien, j'ai une infection massive qui commence, qui fait que là-bas, à l'hôpital, on m'explique, et c'est un des chefs chirurgiens qui m'explique, qu'on doit m'opérer absolument d'urgence, il n'y a rien à faire, on doit m'opérer. Alors, je leur explique que je ne tiens pas trop, parce que j'ai vu aussi dans cette prophétie qu'on fait une deuxième erreur médicale en laissant trop d'air dans une tubulure, je me ramassais aussi avec un embolie. Bon. Alors, je ne veux pas trop, et puis lui m'explique que, vois-tu, c'est que si on doit t'opérer, c'est une opération majeure, parce que on va devoir te faire une colostomie, c'est-à-dire qu'on va te rajouter un sac. Étant donné que le côlon est plein de barium, ça ne cicatrisera pas. On ne peut pas opérer puis relier, ôter la perforation et coudre, ça ne cicatrisera pas. Étant donné que c'est un milieu infecté, ça ne cicatrisera pas non plus, donc tu as tout contre toi. Alors, on doit t'opérer, tu fais énormément de température, tu as énormément de globules blancs, tu as une infection majeure. D'ailleurs, j'avais senti l'air monter à l'intérieur de la cage thoracique, puis les parathyroïdes sont devenues grosses, en tout cas. Bon. Alors moi, je lui suggère de me laisser quelques heures. On est à 8h, disons 20h, 21h le soir, mercredi, alors je lui suggère de me laisser la nuit, puis demain, on verra. Alors, il veut pas, et puis il insiste, et puis ça discute avec d'autres, puis ça revient toujours à l'attaque, puis finalement, ben là, il finit par accepter ce que je lui suggère. J'allais me donner des antibiotiques en dose super massive. Je ne suis pas allergique aux antibiotiques. Et puis, demain matin, on verra. Finalement, il me dit, d'accord, on va essayer, mais demain, si vous faites 39, on vous opère. D'accord. Alors, pendant la nuit, n'est-ce pas, je ne dors pas, je travaille. Et le lendemain matin, c'est totalement cicatrisé. Il n'y a plus d'infection, il n'y a plus de température. Tout est réglé. Il avait préparé la salle d'opération, la banque de sang était prête parce qu'il était sûr que le matin à 8h, il m'opérait parce que de toute façon, il ne croyait pas que ça pourrait s'en aller. Alors, il est un peu surpris, puis finalement, plusieurs spécialistes viennent me voir, on me tripote le ventre en masse pour essayer de reperforer, ou je ne sais pas trop quoi, mais en tout cas. Ça vous fait mal là? Non. Videz vos poumons. Ça vous fait mal? Non. Ici, ça fait mal? Non. Levez la jambe, ça fait mal? Non. Ça fait pas mal. Alors, à 2h dans l'après-midi, on me fait passer une radiographie pour vérifier si j'ai encore une perforation. Je passe la radio, je sais que j'ai encore un problème. Alors, pendant que j'attends dans la salle qu'ils vérifient si la radio est bonne, parce que le patient, ils ne font pas promener comme ça tout bout de champ, eh bien, je sens subitement que tout est correct. Mais après la radio. Alors, le radiologiste sort et il me dit, bon, vos radios sont pas bonnes, il faut qu'on les reprenne. Alors, on rentre dans la salle, on reprend les radios, mais là, je sais que c'est correct. Et puis, on me remonte en haut, et puis finalement, ils vont me garder sur observation une semaine de temps.
On me donne un petit peu d'eau, j'ai maigri beaucoup d'ailleurs, on me donne un petit peu d'eau, on me donne un petit peu, finalement on décide de s'essayer avec un petit peu de bouffe. Et puis, ben, je tolère tout, j'ai puis c'est correct, c'est réglé. Alors ils me mettent dehors une semaine et quelques jours après. Mais je sais très bien que j'ai fait un pacte pendant ce temps-là. Et c'était celui de... Ben, tu changes ou tu passes pas, tu sais, tu craques ou tu passes. Ben, c'est ça. Alors moi, je décidé que je passais. Maintenant, ce qui arrive, c'est que pendant cette nuit-là, il y a des individus qui ont osé intervenir dans mon karma pour m'empêcher, pour venir faire en sorte que je ne sois pas opéré. Moi, pendant la nuit, j'ai parlé, j'ai tout fait pour créer un canal énergétique pour entrer en contact avec ce que je connais depuis des milliers d'années, ce que j'ai déjà appelé mon père, mais qui n'est pas une représentation spirituelle des choses. Et finalement, après une longue discussion, eh bien, il y a 3 personnages qui sont venus pour m'opérer et qui m'ont opéré dans la nuit. Je les ai sentis. J'ai passé une semaine et demie à sentir la cicatrice au niveau du côlon. Et puis, j'ai su que certaines personnes du groupe des chefs avaient aussi travaillé pendant la nuit pour canaliser suffisamment d'énergie. Cette énergie-là, elle m'a probablement servi à ne pas dormir, à maintenir la température constante, etc., et à créer le canal pour aller chercher un contact. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont évidentes au niveau des égos. Quand je parle de mécanique extraterrestre ou quand je parle de mécanique dans un autre monde, je sais moi d'où je viens. En partie, je viens du passé et en partie, je viens de l'avenir. Et de toute façon, il y a des personnes qui ont travaillé, des personnes qui étaient là à l'hôpital, et puis c'est évident que le miraculé du 8e, ben, quand ils l'ont sorti une semaine après, c'était bien. J'avais vu tous les spécialistes, les infirmières m'avaient dit que j'étais le patient le plus connu sur le département, parce qu'évidemment, ça se parlait en masse. C'est un gars qui a une perforation du côlon, avec un côlon plein de barium, puis dans un foyer d'infection, puis dans la nuit, il n'y a plus de barium, puis il n'y a plus d'infection, puis il n'y a plus rien. Alors, moi, ça me plaît. Moi, je ne vois pas l'inconvénient. Je vous explique cela, premièrement, pour que vous compreniez l'importance de vous fier à votre intuition. Dans la forêt, à un moment donné, on parlait ensemble, le groupe des chefs, et puis c'est ce qu'on disait, c'est que une cobranante va arriver au-dessus du dôme, elle va tourner, elle va rester là 2 jours de temps, elle va s'en aller. Puis dans 6 mois, là, la majorité ne sont pas sûrs qu'ils n'ont vu une. Alors on dit, ouais, mais si j'aurais une preuve tangible, ta preuve tangible, là, elle va servir 2, 3, 4 semaines, le temps que ton égo soit emballé, là, puis que tu te fasses charrier, probablement. Mais par la suite, quand vous allez redevenir froid, lucide, vous-même, terre à terre, intelligent, bien, la soucoupe, elle est dans la mémoire de l'ego. Alors, mentalement, on ne sera pas sûr de n'avoir vu une. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus on va avancer vers le contexte supramental, moins on pourra se fier à des preuves. Parce qu'on ne pourra même pas, on va douter nous-mêmes de nos propres preuves. On va douter de l'astral parce qu'on ne saura jamais qu'il n'y a pas une coloration à travers la vision, à travers la mémoire. Surtout, c'est qu'on va découvrir qu'on n'en a pas besoin de preuves. Tu le sais. Tu le sais, tu le sais, tu le sais. Et vous en savez des choses. On attend toujours des preuves. Exactement comme moi, ce qui va m'arriver, c'est que je sais plein de choses, mais j'attends que mon ego ait la preuve. Là, j'ai l'énergie qu'il faut pour que mon ego ait la preuve ou pas qu'il marche dans ma direction. C'est anégoïsant, c'est brûlant, ça fait mal, c'est pénible, c'est souffrant, et c'est très agréable. Et la majorité des personnes, vous allez devoir nécessairement vivre des similitudes. Donc, je ne parle pas, vous allez vous faire accrocher physiquement. Mais une chose certaine, c'est que vous ne vivrez pas longtemps physiquement si vous ne bougez pas. Il y a une chose que je disais souvent à ceux qui faisaient le PMC à l'époque. Il y en a qui allaient vous en rappeler, vous étiez dans ce PMC-là. Je ne me rappelle plus de quel PMC, je crois que c'était le PMC 4, peut-être le 3, où je disais aux gens, vous avez commencé le PMC 1 jusqu'à maintenant. Et à partir de maintenant, si vous voulez lâcher, c'est le temps. Parce que si vous continuez après, vous allez être fait. Il y a plusieurs personnes qui disaient, ben moi je continue. Dans la nouvelle structure PMC, c'est la même chose. C'est à PMC 3 que la démarcation se fait. Les gens peuvent faire le PMC 1, le PMC 2. À PMC 3, ils doivent implicitement avoir fait le séminaire pour s'inscrire au PMC 3. Puis à partir de là, l'occulte et l'ésotérisme et le pratique et le bien d'autres choses commencent à être là vivants. Mais la personne doit faire son choix avant. Tandis que PMC 1 et 2, ça va être extrêmement utile à tout le monde. Mais ils ne rentrent pas dans un cadre où ils pourront être initiés. Dans la nouvelle formule, à partir du PMC 3, tu es dans un cadre où tu devras être initié quelque part. Et quand je parle d'initiation, ça veut dire un cadre particulier où vous aurez la possibilité obligatoire
de laisser passer l'intelligence. Et quand j'ai dit c'est souffrant, c'est ceci, c'est cela, plus on attend, plus ça va être souffrant. Pourquoi? Parce que plus on attend, plus on a hâte, et plus on a hâte, plus on veut y aller, puis plus on veut y aller, plus l'ego a peur qu'on y aille, qui nous freine. C'est des choses totalement stupides à faire. C'est niaiseux. Quand je dis stupide, c'est simple. La libération de l'humain, c'est de se libérer de la complexité pour se diriger vers la simplicité. C'est uniquement ça que l'humain a à faire pour évoluer, pour se conscientiser, pour continuer, pour sortir d'ici. Si on regarde, par exemple, la vie planétaire actuellement, où on a des guerres, des frontières, des lois, des impôts, des hiérarchies, c'est du complexe. Parce qu'il n'y a pas assez d'intelligence. Regardez, vous travaillez quelque part et puis tout est bordel dans ce que vous faites, c'est compliqué. Parce qu'il n'y a pas d'intelligence. S'il y a d'intelligence, c'est compliqué, c'est simple. Très simple. Je te prête 20 $, tu m'en prêtes 21, je note que c'est 1 $ par-ci. À un moment donné, on va au restaurant, alors je te rembourse en bon, puis là, tu me dois 50 cents, puis c'est compliqué. Si on est intelligent, on se rend compte que l'argent de l'énergie qui coule, on s'en balance de où c'est que ça va, etc. Fait qu'à chaque fois qu'il me paye le restaurant parce que j'ai pas d'argent, puis moi, je suis pas un gars qui ambitionne. Fait que lui, il s'en fout, puis moi, je m'en fous. La journée qu'il a besoin d'argent, j'y en donne, on s'en balance. C'est simple, c'est intelligent. Mais dans un contexte qui n'a pas d'intelligence, là, ça va être astralisé. C'est extrêmement compliqué. La négoïsation, un exemple extrêmement banal, ça va être quoi? Donne-moi un exemple de la négoïsation réelle. Si vous transpirez, si vous sécrétez, si vous gueulez, vous vous égoïsez. Vous n'êtes pas égoïsé. La négociation... Je vais vous faire un égoïsme. Je vais aller faire un égoïsme. OK. Je vais vous faire un égoïsme un petit peu. Vous allez voir, c'est extrêmement simple. En première leçon pratique, la négociation véritable, ça ne dépend comment vous allez faire. Vous allez comprendre c'est quoi la négociation et comment c'est niaiseux. Ça ne veut pas dire qu'on a à le faire ou qu'on n'a pas à le faire. Ça veut dire que quand c'est le temps de le faire, on le fait. Puis deux minutes après, ça peut être l'inverse qu'il faut faire, qu'il faut dire. Voilà, vous allez simplement faire un exercice de négociation. Je ne serai pas cruel. Je vais simplement de vous demander de serrer la main, comme ça, là, aux deux personnes qui sont à chaque bord de vous. Serrez-vous la main. Vous allez voir, c'est de la négociation. Vous allez voir. Je ne m'en pas vous embrasser, là. Je ne suis pas cruel. Faites juste serrer la main, vous allez vous rendre compte que pour plusieurs, en dedans, il s'est passé plein de choses. La complexité, c'est sûr que ceux qui sont à côté de deux amis, ça va bien. La complexité de l'exercice, c'est quoi? Ben, c'est l'ego qui nuit, qui résiste. Et on va dire, oui, mais là, quoi? Ça veut dire que l'homme nouveau n'est pas en temps serrer la main? Non, ça veut dire que l'homme nouveau, il n'y a pas de problème à serrer la main. Ça ne veut pas dire que ça sert. Ça veut dire qu'il n'y a pas de problème à ça serrer. Ça veut dire qu'il ne souffre pas à chaque fois qu'il arrive une petite chose, une petite niaiserie. Ça veut dire, ben, niaiseux comme ça. C'est extrêmement simple. La purification, c'est l'abandon de la complexité. Bon, alors si l'humain ne reste complexe, ben nécessairement l'humain aura des problèmes complexes en pas grand temps. Et l'intuition, l'intelligence, donc, parce qu'on va dire souvent, parce qu'effectivement, il y a danger de se faire avoir par une intuition astrale. Mais j'ai dit souvent que si vous ne risquez pas dans votre vie, à un moment donné, c'est votre vie complète que vous allez avoir perdu. On peut se tromper, mais c'est mieux de se tromper de temps en temps que de jamais rien faire, parce que là, on se trompe au complet. La personne doit apprendre à goûter à son intuition. L'évolution, c'est l'obligation d'appliquer. Bon. Il y a un PMC+, qui vient prochainement, et on va pratiquer. Pas juste des serrages de main, on va expliquer en même temps, on va aller beaucoup plus loin. Ça fait que je ne vais pas trop expliquer le principe même. Pourquoi? Parce qu'on n'aura pas le temps en 3 heures, et qu'on y revient au niveau du PMC+, en 10 heures. Mais c'est extrêmement important que chaque individu comprenne présentement, que tu parles tout à l'heure à quoi on vit, à quoi ça sert de vivre, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui vont finir par se poser une question dans le genre, présentement, moi je vis pour aller quelque part, et de plus en plus j'ai l'impression que quelque part j'irai jamais, puis là où je m'en vais, j'ai rien à foutre là, puis probablement j'irai pas non plus, d'où la question, pourquoi je vis? Parce que là, présentement, là, si tu fais pas le choix de l'homme nouveau, tu vis absolument pour rien. Ben non, je sais pas pourquoi je vis. Tu vis pour rien. Tu vas mourir avant de pénétrer l'enfer, et tu n'iras pas le bas. Tu vis donc pour rien. Sauf, évidemment, si tu confirmes le choix de l'homme nouveau, dans ton cas, de la femme ou de l'enfant, dans d'autres cas, et que tu appliques implicitement, impérativement, l'intelligence. Tu dois être ton seul maître. Dans mon cas, il y a beaucoup de choix qui sont faits, mais ils ne sont pas véritablement faits. Fait que finalement, ils ne sont pas faits. Ils sont faits, mais tu n'as pas encore commencé à les appliquer. Mais j'ai en tête des gens qui
qui étaient dans les, puis encore aujourd'hui, dans des mouvements spirituels. Qui, on parle au Montréal, hein? Il était du cycle Permian. C'est ça. Ça dépend des corps. Des gens qui embarquaient dans des mouvements spirituels, entre autres dans des sectes ou dans... Un exemple, là, les gens qui sont partis à Nord, il y en a qui sont partis de Montréal, ils ont tout lâché sans aller là-bas. Eux, ils ont fait un choix. Mais c'est pas le même choix que moi j'ai à faire. Mais ils ont peut-être abandonné trop hâtivement. C'est qu'ils n'ont pas fait un choix réel. Ils ont fait un choix de l'homme ancien dans l'homme ancien. Oui. OK? Ils n'ont pas fait le choix d'intelligence. Moi, je ne dis pas aux personnes, parce que le choix que toi tu dois faire, c'est pas de venir avec moi ou d'aller avec quelqu'un. Le choix que toi tu dois faire, c'est que toi, dans ta vie actuelle, il faut que tu deviennes totalement transparent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bon, tu es policier, ça veut dire que tu te promènes quelque part à un moment donné, puis tu vas rencontrer un clochard, puis subitement, ça te dit, ben, clairement, assieds-toi à côté, puis parle-y. Demande-lui comment ça va. Ben là, tu es en uniforme, tu t'es croisé à côté d'un gars qui était vaché, qui est en train de boire, tu dis, bonjour, mon ami, comment ça va? Tu as ton pipi, là, tu mets sur ton genou, tu sais, puis tu commences à jaser avec lui. Ça, c'est de l'anégoïsation. Si c'est l'intuition qui t'amène ça. Si ton ego te dit, tiens, on va me faire un test, allez voir, je ne sais pas lui parler, c'est pas dedans du tout. Là, tu vas faire comme ceux qui se crucifient pour copier le Nazaréen. Mais ils n'auront jamais le même résultat. Toi, ce que tu dois faire, c'est qu'à un moment donné, tu as le goût de, tiens, moi, il serrer la main. Là, regarde ta main, comment qu'elle veut pas. Ben, si tu laisses passer l'intelligence, nécessairement, tu vas serrer la main. Puis, tout de suite après, peut-être, ça va être, va donc chier. Tu seras pas capable de dire, parce que tu viens de serrer la main. Mais le pilote, il n'en souffrira jamais. Si l'intelligence te fait faire ça, elle l'a préparé. Il n'y a pas de problème. Mais toi, ça va être, bon, j'ai serré la main, puis après ça, ben, je l'envoie chier. Là, vous voyez, il va me passer pour un fou. Tout ton ego qui s'amuse. Si tu es totalement transparent, tu vas avoir exactement la leçon intuitive que tu dois faire, pas 2 heures avant, puis pas 30 secondes avant, ce qui est terrible, ton ego n'aura pas le temps de s'y préparer. Subitement, c'est là. Puis tu vas voir que une demi-seconde, 2-3 secondes après, il est trop tard. Tu t'es dépassé, le gars. Fait que là, il faut que tu revires de bord pour venir. T'as attendu, c'est plus dur. Fait que là, t'arrêtes. Puis là, en dedans, ça bouge encore plus. Puis là, tu te dis, bon, ben, le prochain. Mais c'est pas le prochain. On parle d'instantanéité. On parle pas de te préparer à faire une affaire. C'est facile de tout vous dire ce qu'on devrait faire pour s'anégoïser. Il n'y a pas d'anégoïsation là-dedans. Il y a de l'apprentissage de pureté. Mais il n'y a pas de purification. Alors que chaque individu doit être son seul maître. Donc, on ne peut pas dire, bon, peut-être que pour certains, aller à Amnor serait anégoïsant. Puis pour d'autres, ce serait égoïsant, sécurisant. Ça serait libératif. Tu sais, on va aller là-bas parce que là, c'est du monde correct, etc. Si tu es correct toi-même, tu ne recherches pas du monde correct. Parce que tu es correct. Mais si tu n'es pas correct toi-même, ben là, tu vas rechercher des gens qui vont cesser de servir de miroir de ta laideur. Tu vas aller chercher des gens qui vont réfléchir à ta beauté. Alors, on va s'unir en commune, si on veut, parce que si, chaque fois que je vous regarde, je vous trouve beau parce que je me vois beau, ben, je vais vouloir être avec vous autres. Et la journée qu'il y en a un qui commence à me réfléchir une laideur chez moi, on va commencer à le trouver laid. On va dire, ah, celui-là, il faudrait qu'on le rejette. Mais non, qu'on le reforme. Bon, sauf que dans l'évolution supramentale, l'individu ne peut pas s'unir en groupe tant qu'il ne s'est pas uni avec lui-même. Puis il va s'unir en groupe par mécanique, et non pas par problématique. Bon, ça veut dire que les individus qui vont à Amnor ou qui font n'importe quel genre de choix comme ça, ce sont des choix qui sont collectifs, ce ne sont pas des choix qui sont personnels. C'est ça, mais dans cet exemple-là, dans mon cas, c'est une projection que je faisais là-dedans, en rapport avec le fait que pour être moi-même, il faut que j'abandonne tout ce que j'ai. Il faut que tu meurs totalement faut que tu meurs à la personne. Quand tu ne seras plus une personne. Savez-vous ce que c'est qu'une personne? Une personne, c'est quelqu'un qui... C'est des personnes. Bon, une personne, hein, une personne. Sauf que dans le langage humain, il y a énormément de... On a parlé un peu des langages faux. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la pièce? Non, il n'y a personne. Qu'est-ce que ça veut dire, personne? Ça veut dire l'abstinence totale de conscience et d'intelligence. Il n'y a rien. Il y a des objets. Et toi, tu es une personne. Alors, dans notre langage, on est des personnes. Et quand on veut être mieux qu'une personne, on va en positiviste se dire, moi, je suis quelqu'un. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Oui, il y a quelqu'un. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Non, il n'y a personne. Et là, s'il n'y a personne, on pense qu'il n'y a pas personne. Mais c'est la même chose. Donc, si tu dis quelqu'un, j'ai rencontré une personne, ça veut dire que tu as rencontré un animal humain. Si moi je te rencontre, j'ai rencontré un être qui est policier.
ou un être qui est polyvalent et dans l'une de ses spécialités, c'est un limier. Mais je peux rencontrer une personne. L'être humain, quand on parle de l'être, on parle encore d'être non seulement, on parle de ce qui va chez nous, de ce qui nous obligera à bouger une petite chose. Et ça, c'est le plus puissant des facteurs de conscientisation. Accomplis ce que ton intelligence te demande de faire. Pour l'ego, on peut parler de d'autres façons. Parce que quand je parle de ton intelligence, en réalité, c'est pour l'ego que je parle. Mais on doit accomplir ce que nous désirons faire pour devenir le maître contrôleur. L'événement n'a aucune importance à l'intérieur de cette mécanique-là. L'événement n'a aucune importance. C'est pas le clochard qui est important, c'est pas la poignée de main ou le crachat au visage qui est important, c'est pas ça du tout. C'est simplement la capacité de faire ce que tu as à faire. Si tu fais ça dans ce monde-ci, ça sera parfait. Exactement comme vous êtes à l'école. On ne vous demande pas de réussir à l'école, d'être un bon élève. On veut savoir lesquels parmi les élèves vont être capables d'être des chefs. On veut savoir parmi les élèves lesquels ne seront pas des suiveux et des suiveuses. Alors tous les règlements vous obligeront à suivre et à obéir. Et là, il y en a là-dedans qui vont crier, qui vont couler leurs notes, qui vont couler leur école. Et c'est les seuls qui vont être engagés plus tard. Donc, sur le plan planétaire, c'est la même chose. On veut réussir sa vie sociale. On veut bien paraître devant autrui. On veut... Ça, c'est ce qu'on va vous forcer à faire. Je ne dis pas qu'on doit faire l'inverse. Ce que je dis, c'est qu'on doit faire ce que nous devons faire. Même si ça fait l'inverse. Alors, si tout le monde est d'accord avec toi, t'es d'accord avec tout le monde. Puis si tout le monde est contre toi, t'es contre tout le monde. Pas en faisant une guerre, reste-toi. Et ça, c'est ce que l'humain doit comprendre, ce que l'humain doit faire, c'est ce que l'humain devra appliquer de plus en plus. Tout à l'heure, on va parler un peu plus de ce qui se passe dans le contexte énergétique planétaire. On a parlé lors de la dernière conférence, je crois, un peu d'intervention extraterrestre. C'est de plus en plus impliqué, appliqué. C'est de plus en plus là, de plus en plus évident. On va en reparler un peu. L'être humain doit, si on prend un petit résumé, l'être humain doit se diriger vers la simplicité et abandonner les choses complexes. Mais pour aller vers la simplicité, souvent l'humain va créer une complexité simple. C'est pas ça. C'est-à-dire, on va vers une complexité, on va vers une simplicité, alors on va faire un monastère avec 45 règlements particuliers et avec des obligations, des ceci, des cela, des chronomètres, des heures où on se lève, des heures où on pense, des heures où on va aux toilettes. Et là, après ça, ça va être simple. Notre vie va être simple, elle va tout être organisée. Non, ça c'est de la complexité. Mais l'être humain, il est beau n'importe où, s'il est beau. Ça prend du discernement, une subtilité dans le discernement. Ça prend l'ablation totale du doute chez toi. C'est ce que ça prend. Même pas de discernement. C'est suffisamment intelligent et intelligent. Mais on le doute. L'humain doute tellement que c'est là que ça vient tout mélanger. Il faut que l'humain se donne dans la vie. Il faut que l'humain se donne dans son intelligence. Il faut que l'humain se sente totalement chez lui. Il faut que l'humain ne soit plus collectif. On parle, tu sais, il y a plusieurs ici qui ont l'allergie du collectivisme. Ils sont totalement collectifs. Un exemple, et je donne des exemples ici. Chaque fois que je donne un exemple, c'est quelque chose que vous ne pouvez plus faire. Vous comprenez bien. Parce que sans ça, vous allez simplement accomplir des choses que j'ai dit par apprentissage. Ce n'est pas l'intelligence qui va venir vous diriger. Lui, il peut se diriger tout seul par son intelligence. C'est tellement intelligent pour ça. Mais le doute chez lui, par contre, va faire en sorte qu'il va attendre que quelqu'un vienne lui confirmer. Ou quelqu'un vienne lui infirmer les choses. Et c'est la même chose. Tout le monde ici, c'est la même chose. En maths intelligent, Kevin Pollard, je n'ai rien à voir. En maths intelligent. À moustache ou pas, très intelligent. Sauf que les personnes, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils se disent, moi, je suis très intelligente, mais tu sais, je ne peux pas l'exprimer comme je voudrais parce que j'ai des trop gros seins. Oui. Ouais, exactement. C'est pas du collectif, ça? C'est pas du collectivisme. Être déterminé à se voir en fonction des yeux d'autrui. C'est du collectivisme. Je disais hier que la plus grande perte d'énergie, c'est le jugement. Bon. À un moment donné, mon frère m'avait dit une chose intéressante. Il avait dit, ne juge pas pour ne pas être jugé. Hein? Vous savez ce que ça veut dire? Si on l'améliore aujourd'hui, ne juge pas, parce que si tu juges, tu te jugeras. Bon. Et c'est le problème.
Puis j'expliquais hier, encore juste comme ça, que la personne a dit tu sais comment il est habillé, tu sais comment il est habillé, tu sais comment il est armé, non, elle juge autrui. Après ça, elle s'en va à une fête ce soir. Puis là, elle dit écoute, je sais pas, il est le même, c'est ça, elle juge son linge maintenant. Oui, et là, on va dire oui, mais c'est les autres qui vont. Non. Tu te juges. Et la souffrance que tu vis présentement et la perte incommensurable d'énergie est ton propre jugement. Si tu juges autrui, tu t'acceptes de juger, puis tu vas juger autrui. Et tu as vu le bouton dans la face, il me semble qu'elle devrait s'acheter du baiser, des produits. Quand tu as commencé à avoir des boutons, tu vas voir, tu pourras plus sortir. Tu te jugeras. C'est pas les autres, c'est pas, si vous voulez pas que quand on vous juge, ne me jugez pas, absolument pas. Celui qui juge se jugera. Et là, on perd 80% de notre énergie dans un collectivisme appliqué qui est relié au jugement. Parce que tout ce que vous faites dans votre vie, puis ça, soyez subtils, vous allez vous en rendre compte, est basé sur autrui, sans arrêt. Vous avez peur de chanter en public? Hein? Vous auriez peur de vous mettre à genoux sur votre chaise et de faire une prière? Mais tout ça, c'est une énergie à autrui. Bon, l'être humain, c'est ce qu'il doit finir par abandonner. Toute notre énergie est perdue dans une lutte absolument effarante pour que les autres continuent à nous voir comme on espère être. Alors, on n'a plus assez d'énergie pour conscientiser, mais tout le monde a masse d'intelligence ici. À quel moment l'ego travaille plus contre le mental? Quand il n'y a plus d'ego. Uniquement? Uniquement. L'ego va finir par être d'accord d'aller dans le sens de ton intelligence. Mais encore là, il va continuer à lutter pour te dire, écoute, je suis d'accord, mais il ne va pas si vite. Donne-moi une pause de temps en temps. Mais on ne donne pas une pause à l'ego quand on a fait le choix, parce que c'est le problème. Mais l'humain sans ego devient quoi? L'ego, c'est l'intelligence associée au choix de l'homme ancien. OK? Et l'anégoïsation, l'homme pur, c'est l'intelligence associée au choix de l'homme nouveau. Ça veut dire que chaque fois que tu laisses un temps de repos à ton ego, tu laisses la possibilité à toutes les structures d'intervention vers le mal, vers l'homme ancien, tu leur laisses la possibilité de venir renourrir l'ego pour le faire amener un peu plus là. Autrement dit, c'est que si en l'an 98, c'est la dernière année pour que l'humain fasse son choix, chaque fois que tu laisses un repos à ton ego, tu recules la date de ton propre choix. Vas-tu choisir en 95, en 93, en 97 ou en 99, quand il va être trop tard? À un moment donné, l'humain doit commencer à cesser de prendre des repos. Daniel, il n'y a pas le moi subjectif aussi? Je répète. Est-ce qu'il y a le moi subjectif là-dedans? Toutes ces choses-là font partie de l'illusion, ça fait partie des mots que l'humain se donne à un moment donné pour fractionner la conscience astrale dans le but d'en trouver une partie qui pourra ressembler à de l'intelligence. Alors, on va prendre l'ego, par exemple, le moi. Le moi conscient ou objectif, c'est celui qui va poser la question, est-ce que le moi subjectif existe? Le moi subjectif, c'est celui qu'on sent de temps en temps qu'on a de la misère à trouver. Et là, on peut facilement parler de surconscient, de superconscient, d'inconscient, de conscient. Mais c'est toute la même structure, puis on va finir par se dire, si mon ego est con, je dois avoir un super-ego, qui est plus intelligent que l'ego. Un sur-ego, un ego subjectif, un moi, parce que le moi, c'est le centrage. Alors on va dire, moi, j'ai mon moi. Puis à un moment donné, quand on se rend compte, ton moi, là, c'est lui qui crée tous tes problèmes, peut-être que j'ai un sur-moi. Mais là, c'est encore, on essaie de trouver une petite partie de notre ego qu'on va pouvoir retrouver plus belle. L'intelligence ne porte pas de nom. De toute façon, plus tu te conscientises, moins tu as d'ego inconscient, mais moins tu te conscientises, plus ton ego... Tu as d'ego conscient. Non, mais la personne... Non, mais c'est vrai quand même, c'est pourquoi à un moment donné, on pense qu'on a un ego qui c'est ça. Tout ce qui est inconscient est de plus en plus dans le conscient. Oui, présent. Oui. Tu n'as pas plus d'ego. Tu as un ego plus conscient. Tu es plus conscient de ton ego aussi. C'est la conscientisation. Parce que la spiritualisation, c'est qu'on apprend des choses et on croit. La conscientisation, c'est qu'on conscientise. La compréhension, c'est qu'on est entre les deux. On comprend ce qu'on a appris, mais ça ne peut pas encore être énergétiquement utilisé. La conscientisation, ben là, tu es totalement conscient. Il n'y a même plus de question de croyance. Tu sais, puis tu es sûr d'être sûr que ce que tu sais, c'est ça. Faisant partie d'un monde du futur, tu parlais tout à l'heure d'ancêtre, mais est-ce que c'est un double de ce que je suis présentement ou c'est génétique? Ben toi, tu es mon ancêtre. C'est-à-dire que tu es le... Explique. Vois-tu, c'est que la différence entre nous deux, c'est que moi,
je ne suis pas mon ancêtre. OK. Puis que toi, présentement, tu es l'ancêtre d'un de mes amis là-bas. Mhm. Tu es aussi donc, tu fais partie de nos ancêtres, toi. À lui et à moi. Des cons. Ah ouais, dans le passé, on se compte ça des fois, on était sur le bord du foyer micro-ondes, tu sais, là. Puis, ouais, parce qu'on est pressé, fait qu'on passe une petite veillée en 5 minutes au micro-ondes autour du foyer, c'est pas possible. Puis, là, on se parle de ça, c'est un de tes ancêtres qui étaient policiers, qui se promenaient avec un morceau de métal qui tirait des plombs, tu sais. Là, on va comme ça, là, tu sais. Mais ils diront pas dans le temps. Oui, dans le vieux temps, tu sais. Mais parce que moi, j'aime mieux que ce soit. J'aime mieux dans le futur dire dans le temps, parce qu'égoïquement, ça va être encore moi. Oui, mais la seule chose qu'il y a, c'est que la journée où toi, C'est tu vas mon avoir grand-père, cette ouais. discussion entre toi et toi, l'ancêtre va être disparu, c'est tes parents qui vont être tes ancêtres. Tu ne seras plus un ancêtre. Allô? Alors, ça a rapport avec des réincarnations et non la génétique. Ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, les personnes qui sont ici, qui auront à traverser, ben, je vais vous expliquer combien de temps il reste. Rifard là-bas? 5 minutes, pas plus. Hein? Ah bon, ben, la deuxième partie, je vais vous expliquer. Toute cette partie d'ailleurs. Ouais, la partie. Tu vas justement travailler avec ton morceau de métal. Alors on fait une petite pause et puis on va parler un peu de... À tout à l'heure pour les autres.